tenter de vous présenter, de vous faire un résumé des travaux que je... Vous entendez au fond? C'est bon? C'est bon. Des travaux que je mène depuis plusieurs décennies maintenant, avec mes équipes, au large de la Camargue. Et depuis ces dernières années, plus précisément, c'est vrai, on l'a dit, devant les Sainte-Marie-de-la-Mer, où nous avons répertorié près d'une soixantaine d'épaves antiques. Alors, on va voir pourquoi il y a ce si grand cimetière d'épaves dans ce secteur. En tout cas, donc, on a d'abord commencé par répertorier sur ce littoral des épaves post-médiévales et modernes. Les épaves antiques sont arrivées au moins près de 10 ans après, parce qu'elles étaient plus compliquées à retrouver, moins bien conservées que les épaves post-médiévales et modernes. Et ces épaves post-médiévales et modernes, vous voyez, elles s'échelonnent finalement sur tout le littoral de la Camargue, donc en gros le golfe de l'Aigues-Mortes à celui de Fos, donc du Gros du Roi jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il y en a entre 60 et 70 aujourd'hui de recensées, elles ne sont pas toutes sur la carte. Et quand je dis post-médiéval et moderne, c'est-à-dire qu'il s'agit de navires qui datent du XVIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe, XIXe et tout début XXe. Alors on a des archives qui ont été savamment examinées et parfois on arrive à retrouver à travers l'épave assez d'éléments pour identifier le navire avec les textes d'archives. On a donc 475 épaves en archives et pour l'instant on n'a que 70 épaves répertoriées, mais du travail bien sûr reste à faire pour les autres générations. Alors je ne parle pas d'épaves médiévales qui vous intéressent de droit ici. Bien sûr, c'est un littoral où il y a une navigation importante encore, bien sûr, au Moyen-Âge, mais ce sont des bateaux très difficiles à déceler. Ils sont enfouis sur le sable. Vous savez, à partir du 6e, 7e siècle, on arrête de charger les bateaux de cargaison d'amphores sur plusieurs couches, donc des amphores imputrescibles, qui 2000 ans après permettent aux plongeurs de repérer très vite l'épave. Il y a toujours des amphores même cassées qui dépassent. Et il faut attendre le XVIIe siècle à peu près pour qu'on voit l'artillerie embarquée sur les bateaux. Donc la présence de canons en bronze et en fer qui vont se concrétionner, constituer des masses concrétionnaires importantes à la surface du sable qu'on peut repérer facilement, on peut même les détecter avec des appareillages. Donc ça veut dire qu'il y a un trou entre le 7e et le 17e, il y a presque 1000 ans de navigation qui sont perdus parce que les bateaux sont effectivement tassés sous le sédiment et il n'y a rien qui les laisse apparaître. Donc là aussi, on les garde, on les réserve pour les générations futures. Alors en attendant, puisqu'on parle de ces épaves post-médiévales et modernes, les premières épaves que nous avons recensées et explorées sont du côté de Faraman, et ce sont des bateaux hollandais, mais plus près de nous ici, plus près du Gros du Roi, grâce à Alain Chabot et ses fils qui sont plongeurs également, on avait repéré dès les années 1990 un navire une épave assez bien conservée, avec encore, vous voyez, un chargement de l'eau de cordage, très bien conservé dans la vase du Rhône. Il y a même encore les rodors, c'est-à-dire les liens qui maintenaient ensemble ces fagots de cordage. Et on a pu ainsi retrouver dans les archives la trace de ce bateau. Donc on l'avait appelé, nous, l'épave Camargue numéro 8. Elle est au niveau du mas des Deux Pins, donc c'est un peu à l'est du Gros du Roi. Et dans les archives, le bateau est dit s'être échoué au niveau de l'Espiguette. Donc évidemment, vous voyez, l'Espiguette depuis a continué à se créer, à s'allonger. Ce qui est intéressant sur cette épave, qui a été vidée, les archives le précisent, il reste qu'une partie du chargement de cordage encore en place, c'est qu'on a retrouvé notamment une pièce de bois qui a été récupérée avec l'archéologue et que vous voyez en haut ici qui était en place et qui a été arrachée par les chalutiers. Et cette pièce de bois était particulière puisqu'en fait c'est une sorte de fourche de massade. J'ai pris ici pour mémoire les représentations des vaisseaux du roi au XVIIe siècle, et où on voit cette fourche de massade qui est en place, une sorte de grand fourca qui est couché, et qui servait effectivement pour les bateaux de la Baltique comme bouclier d'étrave, c'est-à-dire il est placé à l'avant. Lorsque le bateau dans la Baltique va rentrer contre des glaces, ça permet de maintenir en place une solidité, en tout cas au niveau de l'avant du navire. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier cette épave avec un brillantin suédois, le Victory, qui s'était échoué donc en 1770. Mais je vous disais que l'essentiel des épaves post-médiévales et modernes que nous avons fouillées
dès les années 80. Ce sont plutôt des vaisseaux hollandais, et notamment l'épave Plage d'Arlehen, donc on est sur Faraman. L'épave Plage d'Arlehen a un gros vaisseau hollandais, avec bien sûr des traces des objets à bord, des munitions, des tuyaux de pipe, et puis tout un chargement de matières premières, des grandes barres de fer, des fagots de barrettes d'acier dans des tonneaux, des lingots de plomb. Et là aussi, les archives ont parlé, grâce aux travaux de mon collaborateur Albert Ilius. On avait pu identifier donc à l'époque cette épave, Plage d'Arlehen, avec la galère de Livourne qui va faire naufrage en 1714, donc un an avant la mort de Louis XIV, pour se situer. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les Hollandais sont très nombreux à fréquenter la Méditerranée depuis Amsterdam pour redistribuer les produits d'Europe du Nord, qui viennent parfois d'ailleurs d'Asie. Et ils vont se servir à Marseille en produits du Levant, en produits provençaux. Ils ont aussi une escale à Livourne, qui est un port franc qui est mis à leur disposition. Donc quelques images rapides pour vous montrer les lingots de plomb qui sont entassés au bas du navire. Alors, on voit peut-être pas trop sur cette image la photo de lingot avec le municipio de 1713 qui avait permis en effet d'identifier l'épave qui a fait donc naufrage, qui s'est échoué donc une année plus tard, après que ces lingots aient été fondus. Et les relevés de l'épave qui avaient été faits à l'époque permettaient d'avoir une bonne idée de cette flûte. L'arrière du navire, c'est cette partie effilée. Alors ça paraît, on dirait un avant, mais c'est parce que c'est la partie où le tableau droit du bateau arrière s'élance. Il n'a pas été conservé, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver une particularité. Ces deux orifices que vous voyez sur la photo ici ont été taillés dans l'emplanture du mât, donc dans la carlingue, au risque de l'affaiblir. Et c'était pour le passage des organes de la pompe de gaz. Autres éléments trouvés sur l'épave, bien sûr, les pipes de gouda, les pipes en terre blanche, et puis de l'artillerie. Ce sont des vaisseaux hollandais qui sont armés, bien sûr. Il y a toujours des conflits. Et donc, ce sont des canons Pinbacker suédois qui équipent en général ces bateaux hollandais. Une autre flûte hollandaise trouvée dans le même secteur, l'épave Plage d'Arle qui elle a fait naufrage sans doute peu après 1672, qui est la date inscrite, aussi la photo est un peu noire, mais qui est la date inscrite sur la cloche, et qui transportait là aussi des matières premières, des lingots de plomb avec de nombreuses marques, de grandes assiettes en étain, des armes bien sûr, ici vous avez des tubes de mousquet, des canons de mousquet, et puis vous voyez tous ces scellés. Alors ça, en haut, ce sont les marques imprimées sur la vaisselle en étain, et ça, ce sont des scellés alors, aux armes de Londres, aux armes de Leiden, la ville hollandaise, donc c'est un bateau anglo-hollandais, donc de la fin du XVIIe siècle, et qui transportait sans doute des ballots de soieries ou de tissus et d'étoffes, dont il ne reste bien sûr malheureusement que ces petits objets en plomb. Et puis alors, deux autres épaves rapidement pour évoquer ces épaves modernes nombreuses, modernes et post-médiévales, encore une fois, c'est l'épave Plage d'Arle 3, alors qui a été trouvée au niveau du Gros de la Dent, et qui a été identifiée avec l'Espérance, naufragée en 1621, qui a été piratée. C'est un bateau qui transportait notamment des pierriers et des canons, justement à destination, dans les archives, il est écrit des religionnaires d'Aigues-Mortes, puisqu'en fait, il y a effectivement une aide qui est apportée par les Hollandais aux co-religionnaires, aux protestants d'Aigues-Mortes, et notamment des armes, mais le bateau est allé s'échouer donc au cours de la Dent, parce qu'il avait certainement raté l'entrée pour aller à Aigues-Mortes, et donc il a fait un naufrage beaucoup plus long. Une autre épave, Plage d'Arle 2, donc on est toujours dans le même secteur qui est très riche en épaves des 16e et 17e siècles. La Plage d'Arle 2, donc c'est un bateau, donc voici le schéma en haut que nous avions relevé rapidement, qui a livré d'ailleurs un chaudron en bronze avec du calfa à l'intérieur, du goudron et un boulet qui servait, qui était chauffé à blanc, qui était plongé dans les peines de résine, dans ce chaudron, et ça permettait ensuite de badigeonner cette résine sur le bateau pour le calfater. Donc ça fait partie des objets, des éléments qui sont à bord des bateaux pour les réparations. Ce qui est intéressant, on a le texte, bien sûr, qu'avait retrouvé Albert Ilius, qui permet d'identifier ce bateau avec le L'Hérisson Bonaventure, qui est un bateau malouin, qui revenait de Terre-Neuve et qui a mené son chargement de morue à Marseille. C'est l'occasion de
ici d'évoquer le passage de ces morutiers malouins qui reviennent donc de Terre-Neuve, qui passent en Méditerranée pour aller jusqu'à Marseille livrer leur cargaison de poissons, mais qui s'arrêtent à Aigues-Mortes au passage pour charger, avant d'arriver à Marseille, pour charger déjà du sel en prévision du voyage retour et des salaisons du prochain voyage. Et c'est à cette occasion souvent que ce sel était payé en morue. Donc, ce qui a donné des recettes de cuisine ici avec des poissons exogènes. On pense bien sûr à la fameuse branlade de Nîmes, on la doit à ces morutiers malouins qui passent au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe siècle. Voilà. Et puis, les dernières épaves, il y en a d'autres, mais bon, je vais quand même me recentrer sur l'essentiel de nos dernières études au Sainte-Marie-la-Mer. Mais les dernières recherches que nous avons menées dans ce secteur ici, ainsi qu'au Salin de Giraud, ce sont des recherches sur des bateaux amphidromes, donc, qui n'ont pas d'avant, qui n'ont pas d'arrière, et qui sont destinés à être tractés le long des chenaux. Ce sont les tirades, les sapines, les penelles, qui étaient donc destinés au transport du sel jusqu'au port d'embarquement. Et il y en a un certain nombre qui sont encore conservés sur le bord, qui étaient conservés il y a une vingtaine d'années encore sur le bord, qui ont permis de donner naissance à de bons relevés, et les autres sont encore, j'espère en tout cas, conservés dans le canal du Bourgidou. Donc ce sont des bateaux du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, qui étaient calfatés, étanchéfiés avec de la peau de chèvre. Et donc c'est vraiment un savoir-faire particulier, très local, très régional, qui s'est perdu depuis, bien sûr. Et ces bateaux sont les derniers témoignages de cette navigation intérieure. Et puis alors, je vais vous parler des... Le son, ça va là-bas au fond? C'est bon? Bon. Et moi j'ai toujours la voix, alors j'espère que ça va continuer. Devant les Sainte-Marie-la-Mer, face au Petit Rhône et à la Bible, on a dès les années 90, là aussi grâce à des plongeurs du Gros du Roi et d'Aigues-Mortes, qui récupéraient souvent les filets à la demande des patrons pêcheurs et qui découvraient des épaves donc accrochées dans ces filets. Donc grâce à eux, on a pu retrouver un certain nombre d'épaves devant les Sainte-Marie-la-Mer. Et aujourd'hui, on en est au nombre de 60, près de 60. Alors vous voyez, la carte de ces épaves n'a cessé de s'enrichir et de donner d'ailleurs au passage, pourquoi pas, une meilleure idée de la restitution du paléorivage à l'époque antique. Alors à l'époque antique, pourquoi autant d'épaves devant les Sainte-Marie-la-Mer? Le village des Saintes, il est médiéval, on ne sait pas ce qu'il y avait vraiment avant dans l'Antiquité. Et là, on a vraiment cette concentration de navires. Il se trouve qu'on est vraiment face à une ancienne embouchure du Rhône, qui est visiblement très empruntée. Alors à l'époque romaine, alors vous voyez, ces bateaux sont tous plus ou moins du 1er siècle après Jésus-Christ. On sait que cette navigation, elle commence au 6e avant et elle va s'achever dans ce secteur au 6e après. Ce bras du Rhône sera définitivement coupé en 1440, mais la navigation se poursuit jusqu'au 6e siècle après. Cela dit, on a conservé, vu l'état de dégradation de ces épaves, uniquement les bateaux chargés de matières premières ou de pondéreux, comme les blocs de marbre, qui ont su résister, en fait, aux concrétions, enfin pas aux concrétions, mais aux dégradations du temps, parce que ce sont des bateaux, on va le voir, qui sont échoués, donc qui sont dans 3 mètres d'eau, et dans 3 mètres d'eau, le bois ne se recouvre pas de suite de sable, puisque les tempêtes successives le couvrent, le découvrent, donc vous avez des attaques répétitives des taréno-navalis, des termites marins, qui font que le bois de ces épaves va disparaître, et tous les changements d'amphore, certainement beaucoup plus nombreux que nos matières premières, vont être du coup dispersés. Il n'y a plus de ceinture pour tenir le chargement. Et du coup, ces épaves d'amphore vont être complètement, vont se répandre, vont être détruites très facilement. Les amphores vont être même amenés en terre par le courant ou vers l'ouest. Bref, c'est pour ça qu'on a des traces finalement que des bateaux qui ont su résister. Alors, puisqu'on est au 1er siècle, c'est la paix romaine, il n'y a plus beaucoup de piraterie, la mer est devenue romaine, c'est le Mare Nostrum. Et donc les produits partent d'une province vers une autre province, de l'Espagne de l'Asie vers Rome, mais aussi, bien sûr, vers ce secteur, c'est-à-dire vers l'intérieur des Gaules, où là, il y a vraiment un marché très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ils vont emprunter ce Rhône-là. Il y a combien de bras du Rhône à cette époque-là, au 1er siècle? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce que je vous ai écrit, mais j'ai retenu 4 auteurs importants. Vous avez Polybe, donc,
qui est né vers 200, qui meurt en 120, et qui évoque 2 embouchures au niveau du Rhône. Et puis ensuite, vous avez Artémidore d'Éphèse, vers 100, avant Jésus-Christ, qui va parler de 3 embouchures. Strabon aussi, donc Strabon il est né vers 60, il meurt vers 20, il parle de 3 embouchures. Et puis l'Ancien, qui meurt en 79 lors de l'éruption du Vésuve, parle aussi de 3 embouchures. D'autres auteurs confirment qu'il y a 3 embouchures. Donc si vous voulez, visiblement, il y a une branche du Rhône qui a été créée, qui s'est créée entre la mort de Polybe et finalement les textes d'Artémidore, c'est-à-dire autour de 130 ou 100, il y a un nouveau bras qui va se créer, et c'est celui justement qui va passer vers Aigues-Mortes, qui est donc le Rhône d'Albaron, d'Aladel, du Pékin. Donc on a cette configuration grâce au texte de 3 Rhônes que l'on retrouve sur les documents de l'époque, en tout cas une carte médiévale qui est bien connue, mais qui reprend un itinéraire d'époque romaine, d'époque théodosienne, du IVe siècle, où l'on voit la ville d'Arles avec les 3 bras. Ces 3 bras, les auteurs dont je vous ai parlé, notamment Pline et Strabon, les nomment. Vous avez l'Ostium hispaniensis, donc l'embouchure, la branche espagnole, l'Ostium marsigliensis qui lui, donc appartient aux Marseillais, et coule vers Marseille et vers l'Est, sans doute vers Fos. En tout cas, c'est par ce bras-là que Marius va canaliser une fosse vers Fos. Et puis vous avez l'Ostium metapinum, sans doute du nom d'un peuple, qui est cette branche médiane, cette branche qui est sans doute la plus empruntée, on va le voir, par rapport au nombre de sites archéologiques et par rapport au nombre des parents. Pour confirmer, on a dans le port d'Ostie, le port de Rome, dans le collège des corporations, on a au niveau du portique nord un collège qui est attribué aux Arlésiennes, aux marins, aux naviculaires marins arlésiennes, où l'on voit effectivement ce Rhône qui représente. Alors on a pu penser que c'était le Nil, avec ce Rhône qui en tout cas se divise en 3, comme il paraît logique, mais la représentation du pont de bateau qui est très célèbre, qui est même vanté encore au 8e siècle, ce pont de bateau est bien l'emblématique pont romain d'Arles, qui était très célèbre à l'époque, ce qui rattache sans doute donc ce fleuve au Rhône et aux 3 embouchures dont nous parlaient les auteurs. Alors pour revenir sur la carte, évidemment, les navires qui font route vers cette embouchure du Rhône peuvent ensuite, soit directement, soit le plus souvent, voir leur cargaison transvasée sur des bateaux à fond plat, qui vont pouvoir remonter le fleuve par une voie de halage et emprunter un canal, un canal naturel, le Rhône, la Saône, qui permet aux marchandises de remonter sur 800 km. Alors ensuite, vous avez des ruptures de charge à nouveau, avec un roulage, les marchandises vont passer d'un bateau à l'autre, d'un fleuve à l'autre, d'une rivière à l'autre, vers la Meuse, la Moselle, la Marne, la Seine, mais surtout le Rhin, qui dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, et surtout déjà à l'époque d'Auguste, avec la défaite de Varus, va prendre une importance capitale, puisque c'est là que vont être installés, sur la frontière du Rhin, donc un très grand nombre de militaires romains, plusieurs centaines de milliers d'hommes, puisqu'on a près d'une centaine de forts, de camps, près d'un millier de tours de guet. Et évidemment, ces troupes, alors évidemment, j'ai mis aussi un peu plus au sud de cette route, vous avez une deuxième capitale après Rome, qui sera la Rome du Nord, c'est Trèbes, où d'ailleurs les empereurs romains ne vont pas tarder à venir s'installer pour être près des ennemis, mais surtout aussi près de leurs généraux, c'est plus sûr. Et donc, évidemment, toute cette main-d'œuvre, tous ces soldats, toute cette population a besoin de ravitaillement en matière première, donc du fer, du métal, pour les armes. Les forgerons de la Légion vont fabriquer du fer, des outils. Il faut clouer les planches, il faut découper le bois, et en même temps fabriquer des armes, et aussi, bien sûr, le ravitaillement de bouche nécessaire. Alors, on va évoquer cela à travers les découvertes d'épaves. Il y en a une soixantaine, je ne vais pas toutes vous les montrer. Simplement, vous rappeler que, à travers toutes ces années de munitions, on a utilisé, selon le cas, s'il s'agissait de simples expertises, de petits sondages, de fouilles plus importantes, de fouilles programmées, selon le cas, donc, soit l'archéonaute, vous avez peut-être pu voir, parce qu'il venait pendant... On ne pouvait pas rentrer dans le port des Saintes, parce qu'ils n'étaient pas dragués, donc on venait au Gros du Roi, à Port-Camargue, bien sûr. Donc l'archéonaute pendant des années, qui a été ensuite remplacé par la de Malraux. Donc ça, c'est 30 mètres, 42 mètres. Et puis pour les missions les plus légères, évidemment, on les faisait avec des petites équipes, avec le zodiaque de l'inventeur. Et puis, soit notre zodiaque, soit une petite barge,
des bateaux de location de 20 mètres comme le Brésilien. Et puis ces dernières années, surtout le Triton, qui est un bateau de 14 mètres, qui n'est pas très grand, on ne peut pas y héberger les fouilleurs, mais il est très pratique, il a un fond plat et des turbines, donc très pratique aussi pour se déplacer sur ce littoral. Ce qui est le plus grand problème pour les archéologues, parce qu'en fait on parle des archéologues qui remplissent les musées, mais en fait il y a une étape importante qu'il ne faut pas oublier, c'est la fouille, le musée, et au milieu vous avez le laboratoire et l'étude. Donc on est surtout là pour essayer de comprendre ce que font ces objets au fond de l'eau. Quelle est la relation qu'ils nouent entre eux? Est-ce que c'est un port, un dépotoir, une épave? On ne sait pas, c'est pas toujours évident. Et donc il faut prendre un maximum de précautions, de faire des dessins. C'est pour ça que évidemment j'ai appris très tôt à gribouiller sur mes cahiers de fouille, des dessins, des photographies, mesurer les objets. Et évidemment on a toujours une très mauvaise visibilité dans ce secteur qui est due aux particules qui sont transportées par le bras du Rhône, enfin, par les bras du Rhône bien sûr. Le courant Ligure aussi transporte des particules. La mer, depuis le sud vers le rivage, transporte aussi des sédiments, ce qui fait que c'est souvent en émulsion. Après chaque tempête, la houle maintient l'émulsion de ces particules. Il faut au moins une semaine pour que tout ça finisse par se calmer. Et quand on croit que c'est calme, on a une colonne d'eau qui finalement est très claire. Et le dernier mètre, c'est encore la bouillasse. Et là, évidemment, on a du mal à travailler. Donc parfois, on est même obligé de reporter la fouille. Ou alors de travailler en aveugle, ce qui est vraiment pas commode. En plus, toutes ces épaves sont recouvertes de filets, de chalutiers. Parce que les chalutiers ne cherchent pas forcément à pêcher des amphores. S'ils en trouvent, pourquoi pas. Mais ils vont slalomer entre les épaves parce que c'est vraiment des îlots de poissons très riches avec une grande biodiversité. Donc, au risque de déchirer leurs filets, ce qui se produit souvent, mais pour nous, c'est un handicap de plus parce qu'il faut enlever les filets, éviter de s'accrocher dedans. Bon, vous imaginez, c'est des pertes de temps. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'y voit rien, mais il faut savoir où on met les mains parce qu'il y a avec des gants, parce que on risque vite de se faire piquer, pincer, bref. Voilà, tout un milieu ambiant qu'il faut surveiller de près. Mais à côté de ça, c'est vrai que ces recherches ont apporté vraiment beaucoup d'informations, puisque nous avons donc cette série d'épaves qui est ici. C'est là que se situe, au gros de la Fourcade, l'entrée de cet ancien Rhône, qui va prendre au Moyen-Âge, au XIIe siècle, le nom de Rhône de Saint-Ferréol. Voilà. Donc on n'a pas le nom des bras de l'époque antique, on a juste le nom des embouchures. Vous vous rappelez l'Ostium hispaniensis, Basilensis et l'Ostium metatinum. Mais ce Rhône de Saint-Ferréol, on le voit ici en pointillé, et on le connaît assez bien. Alors, vous avez les trois bras, du coup, le Rhône du Lay, qui va vers l'embouchure des Marseillais, qui va être canalisé vers Fos. Et ici, vous voyez, à l'est de l'état de Bacarès, vous avez ensuite le Rhône de Alvaro d'Aladel qui part évidemment vers le Morte, et vous avez les méandres de ce Rhône de Saint-Ferréol qui passe au nord de l'état de Bacarès et qui redescend vers les sept vallées de la mer. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une soixantaine de sites terrestres qui ont été fouillés, explorés par les archéologues du service régional d'archéologie PACA, et qui montrent évidemment qu'il y avait une vie très importante sur ce Rhône. Donc aujourd'hui d'ailleurs, on a à peu près 60 épaves romaines dans ce secteur, on a une soixantaine de sites antiques, alors que par exemple à Fos, vous avez grosso modo 6 épaves qui ont été conservées, et dans ce secteur on a à peu près 6 à 8 sites. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse disproportion. Alors, évidemment on n'a pas tout trouvé, mais ça laisse quand même penser que cette embouchure médiane était de loin, a priori, la plus empruntée. Alors ces fameux sites archéologiques, ce sont des bassins de salaison, des sépultures, des entrepôts, des magasins, voilà, toute une série d'édifices ou d'installations romaines qui laissent penser que ce Rhône était vivant sur ces deux rives. Encore une carte, cette fois-ci c'est une carte marine sur laquelle donc on est devant les sept marées de la mer, le fameux pont de la Fourcade il est là. En fait ce Rhône de Saint-Ferréol il s'ouvrait, vous avez vu qu'on perd à peu près sa trace dans les temps impérial parce que là c'est très marécageux, bien sûr. En tout cas, il sortait ici et on a face donc à Port-Gardien, donc on voit la symbolique du phare, ici toute une ligne noire qui est constituée en pointillés, on va dire, c'est une ligne pleine, mais c'est des pointillés qui est constituée par les bateaux post-médiévaux et modernes, dont on a les archives, comme je vous l'ai dit. Il y a un certain nombre de ces bateaux devant les Saintes aussi. On sait par les archives qu'ils étaient à peu près à 150 mètres du bord. Aujourd'hui, ils sont environ à 700 mètres du bord, puisque ça c'est clair,
la côte ne cesse de reculer. Il y a un phénomène de transgression marine qui est important, qui est durable. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette ligne qui est rouge, je ne sais pas si vous la voyez bien rouge, mais elle est constituée justement par les premières épaves antiques que nous avons repérées. Alors on peut considérer que les épaves antiques se sont échouées de la même façon que les bateaux post-médiévaux et modernes. Ce sont des bateaux en bois de 15 à 30 mètres de long, comme les flûtes hollandaises, qui vont se mouvoir à la voile. Et c'est vrai que si on n'a pas d'archives de l'époque romaine, on peut penser que ces phénomènes sont les mêmes, et que donc ce ne sont pas des bateaux qui ont fait naufrage et qui ont coulé, mais ce sont des bateaux qui se sont échoués. Et du coup, s'ils sont environ à 150 ou 200 mètres du bord, eh bien on commence à avoir en pointillé l'amorce, le début d'une idée du paléorivage antique. Ce phénomène d'ailleurs d'échouage, moi je l'ai exploré, étudié, analysé avec les géomorphologues, comme Claude Vella par exemple. Il est dû en particulier aux bancs de sable. Vous voyez sur cette carte lidar du littoral entre les Saintes et le Grau-du-Roi, vous avez le premier banc de sable, le deuxième, le troisième. Voilà. Le premier banc de sable, vous le connaissez, quand on va se baigner sur les longues plages de Camargue, au bout de 50 mètres, on a l'impression que la mer baisse. En fait, c'est parce qu'on remonte sur ce banc qui fait 10 ou 20 mètres de large. Le deuxième banc, il est à peu près à 100 mètres du bord. Il y a 1,50 m de dos au-dessus. Le plus dangereux, c'est celui-là. Il est à peu près à 300 mètres. Il y a 2,50 m de dos au-dessus. 2,50 m de dos par temps calme. Si vous avez une tempête avec des creux de 3 mètres, le bateau, il vient s'écraser sur le banc de sable. C'est en effet ce que précisent les archives, du coup, de ces vaisseaux hollandais. Le bateau ne voit pas le rivage. Il est porté par le courant Ligure, par la tempête de sud-est. Il ne voit pas du tout la côte qui est cachée par les déferlantes. D'ailleurs, la côte, passé les premières dunes, elle est plus basse d'ailleurs que le niveau de la mer. Et puis, d'un coup, c'est le choc. À ce moment-là, la quille se casse en 1 ou 2 morceaux. Le bateau se met en travers à la houle. Son gouvernail des tambours est arraché. Et le bateau, en général, selon la force du courant et de la tempête, du nord-sud, sud-nord, va finir par pousser le bateau qui va mourir jusque sur le banc du milieu. C'est comme ça que ce procédé, ce système d'échouage se vérifie sur toutes les épaves post-médiévales et modernes, à quelques exceptions près, et donc est valable aussi, selon nous, pour les épaves romaines. Alors, ces bancs de sable, évidemment, ils sont dus aux 3 apports que j'évoquais tout à l'heure quand on parlait de la mauvaise visibilité. Donc vous avez le Rhône qui apportait beaucoup de sédiments d'ailleurs à l'époque antique. Le courant Ligure qui, lui, de l'Est, de l'Italie vers l'Espagne, va tapisser ces particules et ce sable vers l'Ouest. Vous avez la houle qui ramène aussi du sédiment. Et vous avez enfin le Mistral qui arrache des tonnes de sable, en fait, on ne s'en rend pas compte, aux dunes et qui le jette à la mer. Donc ce procédé est constant. Et c'est si bien que la côte avance ou qu'elle recule, ce procédé permet d'expliquer que ces bancs de sable se reforment, ils vont se dissiper si la côte recule ou si elle avance, ils vont se reformer exactement de la même façon, par 3, et donc vont constituer des pièges pour tous les bateaux, à toutes les époques. Tous les bateaux qui se longent le littoral ou qui s'en rapprochent sans s'en rendre compte. Preuve, photo des années 70, un grand chalutier qui est donc, vous voyez, il est dans 3 mètres d'eau, il est sur le banc du large. Il n'est pas vraiment coulé. On peut même d'ailleurs récupérer, sans doute après la tempête, des effets, tenter au même de déséchouer le bateau, ça c'est fait. Ce qui peut expliquer que sur le vaisseau, le Brigantin suédois que je vous ai montré, on a pu récupérer à l'époque, en 1770, une partie des ballots de cordage. Une autre photo, alors là c'est Carnodo, à la fin du XXe siècle, qui avait photographié ce trombe-à-barque sur le banc du milieu, comme d'ailleurs ce petit Brigantin sur le premier banc. Et là, à nouveau, une photo des années 65-70, d'un petit chalutier, du coup, lui qui est carrément grossé à la plage, puisqu'évidemment, si la tempête est forte et que le tonnage est plus réduit, le bateau se retrouve carrément en plage. En fait, ça ne change rien, ça nous donne finalement un ordre de précision de cette ligne d'échouage et de ce rivage qui est déduit d'environ 300 mètres près, ce qui est pas mal du tout. Alors ça nous donne du coup, toutes nos épaves romaines confondues, un littoral avec, vous voyez, l'embouchure ici du Rhône de Saint-Féréol, l'Ostium Metapinum, le Rhône qui file vers ici, la Rive-Morte, et le Rhône qui va vers Fos, et puis ici, cet immense lobe arrondi, avec bien sûr des ouvertures, qui sont, alors c'est des espaces où nous avons sur plusieurs centaines de mètres, il n'y a pas d'épave,
jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on en trouve une. C'est donc des zones ouvertes par lesquelles, évidemment, le Rhône s'est coulé. Bon, ce Rhône qui charge le sédiment, c'est lui qui va finalement construire ces grandes lagunes, enfin ces grandes bandes de sable exondées, puisqu'évidemment il se heurte à la mer, et donc il constitue ce mur arrondi de particules qui vont finir par se déposer et constituer donc des îlots qui dépassent de la mer, qui dépassent de l'eau. Et aujourd'hui, c'est sur cette carte qui n'est pas définitive, mais on a l'essentiel de nos épaves, donc épaves chargées d'enfants, il y en a quand même quelques-unes, d'objets en bronze, des coques vides, on a des blocs, des lingots d'étain, on a des lingots de fer, des barres de fer, de l'habitat, du gaz de bateau, du marbre, du plomb, des blocs. Voilà, en tout cas, les blocs, vous les voyez ici, en rouge, là aussi. Là, on a un immense dépotoir dans ce secteur-là, un dépotoir portuaire, et là, on a le deuxième dépotoir. Donc ça, c'est le dépotoir qu'on appelle SM0, Sainte-Marie 0, puisque les épaves commencent à Sainte-Marie 1. Et là, vous avez le deuxième dépotoir découvert il y a quelques années, qui est au niveau du gros de la Fourcade, donc à la sortie de ce Rhône dans l'Antiquité. Et puis tout le reste, eh bien, ce sont les épaves qui marquent donc la présence de ces îlots sur lesquels elles sont venues s'échouer. Et donc, ils n'ont pas été déséchoués, puisqu'elles sont toujours en place. Ici, elles ont constitué ce grand îlot-là. Et puis alors là, par contre, c'est plus compliqué à lire. Visiblement, ce sont des cordons successifs au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, des cordons successifs sur lesquels, du coup, les épaves sont venues à tour de rôle et au fil du temps s'échouer les unes après les autres. Ce qui donne donc une image qui est assez curieuse, mais qui rappelle tout de même les travaux qui ont été menés par les premiers géomorphologues, géographes dans les années 80, notamment Lomer, Basile. En 1980, ils commencent à eux projeter la forme du lobe avancé du Rhône de Saint-Féréol. Donc ici le Rhône de Péguy, vers les mortes, le Rhône de Saint-Féréol, et ensuite les Rhônes plus modernes. Et donc vous voyez que la forme est à peu près la même, en tout cas la forme naturelle, arrondie. Alors eux, ils travaillent non pas sur les épaves, mais ils vont analyser la forme des graines de sable pour définir si c'est des sédiments qui ont été déposés en bordure de plage ou qui sont au large. L'érosion et la forme n'est pas la même. Et ensuite, ils vont les dater par carbone 14. Mais le carbone 14, en géologie, en géomorphologie, ça marche très bien parce que le degré de précision est de plus ou moins 150 ans. Ça fait une marge de 300 ans à peu près. Mais les épaves, évidemment, sont beaucoup plus précises puisque nous, on les date avec des céramiques à 25 ou 30 ans près. Donc c'est vrai que du coup, les géomorphologues comme Claude Vella, Tony Ray, sont très intéressés par nos travaux parce qu'on les aide aussi, bien sûr, dans leur quête du littoral ancien. Cela dit, si on prend une carte du XVIIIe siècle qui a été dressée à la demande des consuls d'Arles, alors non pas du lobe de Sainte-Marie-la-Mer, puisqu'au XVIIIe siècle il n'existe plus bien sûr, mais de celui de Beauluc. Alors c'est une période où le lobe de Beauluc, vous voyez, on retrouve cette forme très arrondie, avec des grands îlots exondés en demi-lune, un peu comme ceux que je viens de vous montrer grâce aux épaves. C'est un secteur qui est déjà en train de se colmater. Le Rhône de Beauluc, vous voyez, c'est plus qu'un canal, il est en train de s'assécher, et le Rhône déjà coule à l'est vers le Grand Passant, bien sûr. En tout cas, voilà une carte qui représente sur ces îlots des forteresses, des petits fortins, des cabanes de pêcheurs. Le cartographe a pris soin même de représenter ici, vous les voyez, ces zones concentriques qui sont les fameux bancs de sable sous-marins, qui sont les pièges de la navigation, y compris au XVIIIe. Et les lettres que vous voyez ici, les lettres C, 1, 2, il y en avait plusieurs au sud de la carte, là. Il y en a ce sont les naufrages qui se sont produits au moment où la carte était dressée. Donc vous voyez qu'on a un peu la même configuration. Et j'ai voulu rajouter dans la marge un texte d'archives, vous voyez, de 1758, qui précise que dans cette zone, ici à l'abri de cette grande bande de sable en demi-lune, on retrouve un mouillage naturel, en fait. Les bateaux viennent se mettre à l'abri du vent marin, notamment pour les barques locales, pour les navires auturiers, donc les plus grands bateaux, nombreux, notamment des peignes, des tartanes, des galiotes, des chebecs, des senaux, des allèges, des navires catalans, génois, maltais et majorcains. Il faut croire que tous les bateaux qui doivent se mettre à l'abri parce que la tempête commence à faire orage, quand ils arrivent dans ce secteur, ils peuvent en effet rentrer par les gros et se mettre à l'abri dans des sortes de mouillages naturels. Donc, quoi de plus naturel que les Romains aient essayé d'équiper ces abris naturels, c'est ce qu'on va voir, pour améliorer le trafic maritime.
Conclusion aujourd'hui, cette carte de l'Antiquité, de la Camargue antique, eh bien, elle est assez particulière parce que le tracé finalement entre Fos et les 7 vallées de la mer, ici, il est presque rectiligne. Donc on retrouve l'ostium métabium avec le rôle de Saint-Éléol. Ici, on est sur la baronne de la Delpéquet, qui débouche dans ce secteur-là, à Wendegemort, sans doute vers le cours de la Chèvre. Et puis vous avez ensuite le Rhône de Lubé, le Rhône des Marseillais, qui va être sans doute canalisé par Marius pour le ramener vers Fos. D'ailleurs, le marais du Viguera est peut-être une trace possible de ce canal. En tout cas, c'est une possibilité. Donc aujourd'hui, la ligne de rivage elle est bien sûr beaucoup plus en mer avec la création du golfe de Voluc. Et là, cette ligne, elle est passée par ceux qui sont amoureux des manades. On passe au niveau du mas du Grand Basson et de la manade des Marquises, qui à peu près se situe à ce niveau-là, et qui était donc en bordure du rivage à l'époque. Donc une configuration tout à fait nouvelle. Alors, lorsqu'on reprend les fouilles menées à partir des années 2006, on a laissé les épaves pendant un moment et on va travailler à l'intérieur de ce lobe, vous savez. Donc par rapport à l'échelle de la photo, vous reconnaissez les 7 marées de la mer, donc le port Gardia. Nous sommes installés ici, à peu près à 700 mètres du bord. Là, on est en train de repérer des éléments avec des petites bouées, mais vous ne les voyez pas. Et donc nos épaves, à l'échelle de cette carte, elles sont à peu près au niveau du sol, c'est-à-dire à l'extrémité de ce grand lobe. Et ce lagon interne, il est entre 900 et 1000 hectares. Donc vous voyez un peu la superficie que ce Rhône avait créée à l'intérieur de son lobe, cette espèce de lagon qui devient un port naturel durant l'Antiquité. Alors dans cet espace que vous avez vu là près du bateau, on a repéré des blocs de pierre. Bon, je ne sais pas si on peut, oui, Michel, si on peut un peu éclairer l'image, non? Parce que moi je la vois un peu sombre, mais vous arrivez à lire, c'est bon? Bon, ok. Alors on reste comme ça. Bon, déjà les photos sous-marines c'est un peu sombre, alors c'est vrai que... Bref, voilà, alors on a toute une série de blocs, de pierres, dont certains sont percés d'un orifice. Ce sont des blocs de 70 à 80 ou 90 cm de large de côté. Des orifices de 25, 30, 18 cm, ça dépend, et qui rappellent tout à fait ce qu'on connaît ailleurs, notamment à Fos-sur-Mer. Alors à Fos-sur-Mer, il y a des structures bâties qui sont encore bien conservées, dans 3 mètres d'eau. Parce qu'à Fos-sur-Mer, ça a toujours été à l'abri finalement des grands phénomènes destructeurs de la transgression marine. C'est sans doute un bradicisme donc, qui fait qu'en fait la terre va s'enfoncer un peu, et qui va donc recouvrir des nécropoles, et des édifices, et notamment ce qui a été considéré par les archéologues de l'époque, dans les années 80, c'est-à-dire Jean-Marie Gassin, Bertrand Maillet, François Salvia aussi, qui n'avait pas fouillé mais qui avait interprété ces bâtiments, avaient été donc interprétés comme des navalias, c'est-à-dire des hangars à bateaux. Parce qu'en effet, selon eux, c'était ouvert, il y a juste des pieux. Et en effet, le secret de cette construction romaine, c'est qu'il y avait une ceinture maçonnée, mais qu'en réalité, ce sont des pierres surtout qui constituent les supports des pieux, des colonnes, et les colonnes, c'est des pieux en haut. Voilà. Alors, en réalité, aujourd'hui, on peut remettre en question ces édifices, non pas pour des navalias, mais peut-être pour des magasins, en fait. Il est rien d'intérêt de penser qu'entre ces pieux de bois, il y avait des cloisons légères, en pisé, en feuillage, en briques crues, en chaume, qui permettaient de fermer les parois de l'édifice et de conserver à l'abri de l'humidité, du vent, des denrées, des marchandises qui avaient pu être transvasées de gros bateaux de mer. En attendant, donc, il fallait les déstocker et les stocker sur place en attendant l'arrivée des bateaux à fond plat qui, eux, depuis Arles, vont ensuite remonter ces marchandises le long du Rhône. En attendant, lorsque j'avais demandé à Jean-Marie Gassin, alors, qui est un archéologue, architecte naval, qui travaille pour le CNRS, et qui est surtout un redoutable dessinateur, moi je suis un modeste gribouilleur à côté, je lui avais demandé de me décrire dans une aquarelle sa vision du port des Saintes à l'époque antique. Alors voilà ce qu'il avait donné, il s'était appuyé sur les découvertes de fosses et de pierres pour imaginer des hangars à bateaux, des constructions, des oréés, des auréas si on préférait, des magasins. Et puis les textes les plus anciens mentionnent la présence de tours de garde, de pharaons, massaliettes. Donc il avait reconstitué ces édifices. Je pense qu'il faut imaginer une ouverture de 900 hectares, donc beaucoup plus large que ce qu'il a dessiné ici. Mais ce qui est intéressant au passage, c'est une découverte faite en 1985 par un pêcheur
immédiatement à l'est des Saintes-Maries-la-Mer, d'une tête de buste qui aujourd'hui est présentée au musée d'Arles, et dont on avait pensé à l'époque qu'elle était sur un bateau romain qui s'était engravé, et que pour chercher à se déséchouer, ils avaient vidé tout ce qui était lourd dans le bateau, y compris la statuaire, et donc y compris cette tête du prince qui sortait directement sans doute des ateliers de l'URSS à destination d'une commande pour une grande ville romaine en province. Or, il se trouve, quand on y réfléchit bien, d'une part, la découverte, quand j'ai repris moi la déclaration de découverte faite par le pêcheur de cette tête de buste qui fait près de 80 cm de haut, si ce n'est pas davantage, eh bien, il est au milieu d'éléments de dolia, d'amphores et de pierres, de blocs de granit. Donc, ça avait peu paru, c'est passé de manière anodine à l'époque, mais aujourd'hui, en effet, ça restitue peut-être une tête de buste dans un milieu bâti, avec des dolias qui ne sont pas forcément les grandes jarres d'un bateau à dolia, mais plutôt les dolias qu'on trouve dans les magasins. Donc tout ça, ça conforterait l'idée d'une statue de buste sur place. Et surtout, mais je ne sais pas encore si vous le voyez, vous avez ici des plats, des gros plats, des plats dont la tête de buste a été retravaillée avec des goujons de fer pour resserrer des morceaux qui manquaient. Du coup, on peut se demander si cette tête de buste n'était pas là en place. C'est-à-dire que c'est une tête de marbre qui reposait sur le reste du corps en bois ou en calcaire, et qu'ensuite, évidemment, avec l'abandon du site, cette statue a été abandonnée, elle est tombée très vite dans l'eau, elle n'a pas été récupérée, et que du coup, elle a été disposée là, à l'entrée de ce port, pour saluer effectivement les bateaux qui montaient et qui descendaient, et pour leur rappeler qu'ils sont dans le Mare Nostrum sous le contrôle du prince et du dynaste qui règne à ce moment-là. C'est une des possibilités. En tout cas, il y a forcément une population nombreuse dans ce secteur pour décharger les bateaux, pour les amarrer, pour transvaser les marchandises, soit dans les magasins, si ces magasins sont en place, soit sur d'autres bateaux. Et cette population, elle ne va pas dormir sur Arles le soir, hein, c'est à 40 km, donc il y a sans doute un habitat à chercher, peut-être sous le village des Saintes, sous les dunes, sous l'eau, on ne sait pas, mais il y a sans doute une population nombreuse, et pas des moindres, c'est-à-dire peut-être parmi cette population, une frange bourgeoise, de personnes qui se sont enrichies sur le commerce, lorsqu'on voit en tout cas des vestiges de bronze très nombreux qui ont été trouvés tout autour, soit par des pêcheurs du Gros du Roi qui les ont ramenés ensuite ici, soit par des pêcheurs saintois, des plongeurs, et nous-mêmes d'ailleurs en fouillant le dépotoir, on a retrouvé aussi toutes sortes d'objets. Alors, ils ne sont pas là, il y a une quarantaine, mais les essentiels sont présentés au musée d'Arles. Vous avez des anses de vase décorées, des pieds de meubles, des bracelets, d'autres anses de vase, des vases parfois complets, de la statuaire, ici une sorte de danseur qui tenait peut-être une lampe à plusieurs becs, des lampes d'ailleurs en bronze, statue d'Héraclès, une statue de Bacchus. Ici vous avez des accoudoirs de lit, des fulcra. Le fulcrum c'était l'accoudoir du lit romain qui servait pour le banquet. Et d'ailleurs on a plusieurs pieds de trépieds qui constituent des objets qui soutenaient des grands cratères en bronze dans lesquels on versait le vin qu'on mélangeait avec de l'eau et qu'on servait avec une louche. Donc voilà, effectivement, une population soit romaine, soit fortement romanisée, qui est là, qui donc vit dans ce secteur et qui laisse penser à effectivement un village ou une ville assez importante. Alors, on connaît les naviculaires marins d'Arles dont je vous ai parlé à travers l'image de la mosaïque du port d'Ostie à Rome. On ignorait qu'il y avait une deuxième corporation à Arles de bateliers, de navigants sur des bateaux à fond plat. Alors malheureusement, là, franchement, même moi, je ne vois pas trop sur la plaine de la statue de... Alors ça, c'est la base de la statue de Neptune, que nous avons découverte dans le Rhône, à côté du portrait de César, en 2007, qui est exposée, qui est présentée au musée d'Arles. Alors sur la plaine de laquelle, il va falloir que vous me fassiez confiance, on peut lire en l'honneur de la majesté sacrée de nos trois empereurs, donc c'est Septime Sévère et ses deux fils, on est autour de 210-211 après Jésus-Christ, début 3e, et en l'honneur de la corporation, alors c'est là que j'aurais du mal à vous montrer, la corporation des Lénunclari, là vous avez le N, le U, le N, C, L, A, R, I, donc Lénunclarium, Clariorum, pardon, donc c'est Lénunculaire, Lénunclari. Eh bien, ce n'est pas des naviculaires marins, ce sont des naviculaires bateliers sur des bateaux à fond plat qui sont connus à Rome. À Rome, il y a les naviculaires marins, mais il y a aussi ces bateliers qui descendent de Rome sur le Tibre
et qui vont décharger les gros bateaux de mer qui ne peuvent pas remonter parce qu'ils ont un tirant d'eau trop important, eh bien, il se trouve qu'on a ces deux corporations à Arles sont exactement calquées sur le principe de Rome, qui a aussi un fleuve qui éloigne finalement la ville, la capitale, de son avant-port maritime, comme ça semble être désormais le cas aussi à Arles, avec la même organisation. Au passage, dans le Rhône, on a parlé tout à l'heure de l'épave Arleron III en introduction, qui est conservée, qui est présentée dans le musée, quand même un musée qui a été agrandi pour la recevoir. Mais nous avons les trois autres épaves qui sont appelées donc Arleron 7, 8 et 14, qui correspondent justement à des bateaux à fond plat, comme Arleron 3, mais qui sont des bateaux fluvio-maritimes. C'est-à-dire qu'ils ont été construits comme des bateaux de mer, avec des mortaises, des tenons, des chevilles, vraiment comme un bateau maritime romain classique. Ils ont été calfatés avec de la résine. Vraiment, on a tous les apports classiques d'un bateau maritime, mais ils n'ont pas de quille, ils sont à fond plat. Et ils sont sans doute, ils correspondent sans doute aux barques fluvio-maritimes de ces fameux lénunculaires, ces lénunclari, qui officent donc à Arles au moins au IIe et au IIIe siècle. Alors il faut imaginer, alors d'ailleurs on a un relevé ici de l'une d'elles, c'est Arleron 8, l'axe du bateau est ici, cette partie donc un peu moins bien restaurée, ici sur le bord. Il faut imaginer si l'axe est là que le symétrie du bateau est comme ça. Mais si vous avez ici une carègue avec deux systèmes de mortaises pour des mâts. Et vous voyez qu'on a un mât qui est très avancé par rapport à l'avant-prévu du navire, qui pourrait donc être un mât de halage, puisque ces bateaux, évidemment, ils ont un mât plutôt pour le halage et ils ne vont pas vraiment naviguer en mer. À ce titre, sur ce point, je reprends une autre mosaïque de ce fameux corpus, enfin pas corpus, mais cet ensemble de bâtiments des corporations du port de Rome, la station 25 cette fois-ci. Vous avez un bateau de mer qui est sans doute amarré à un duc-d'Albe. Donc il faut imaginer que dans le port d'Ostie, on va mettre des pieux de bois pour amarrer les bateaux, faute d'avoir des quais maçonnés, ou alors ce sont des ponts en bois. Et vous avez donc ce bateau qui est forcément un bateau maritime parce qu'il a une étrave inversée comme un taille-mer, donc du type des bateaux de mer, des gros bateaux de mer. Il y a même au cas où, ce sont des dévassures par représentation de dauphins. Et vous avez le docker qui passe sur une coupée et qui amène une renfort d'un bateau à l'autre, sur un bateau qui pourrait ressembler à nos bateaux fluvio-maritimes d'Arles, ou aux naves colicardes trouvées à Fiumicino, pas loin d'ailleurs d'Ostie. Et ce bateau, c'est un bateau fluvio-maritime, puisque d'ailleurs, il a l'air plus petit, mais surtout, vous voyez, son mât, il n'est pas ébranché. Il y a encore les départs de branches qui laissent penser qu'on n'est pas là à soigner un mât pour la navigation, mais c'est plutôt un mât pour se haler, un mât de halage ou de touage, puisqu'en fait, on peut aussi s'amarrer sur les arbres de la rive en hissant le bateau vers le rivage pour remonter des fleuves lorsque le système de halage est en panne. Ce qui peut arriver si les inondations ont englouti les chemins de halage. Donc il faut imaginer aussi qu'on avait au Sainte-Marie-la-Mer des pieux en bois, sans doute en place. On en a trouvé un, malheureusement la dendrochronologie n'a pas fonctionné, mais le C14 nous donne plutôt une datation avec de fortes probabilités au niveau du XVIe siècle. Mais en effet, c'est vrai que cette zone, je vous le dirai plus en détail, lorsqu'on va parler des épaves, cette zone a perdu tout son sable. Si vous avez la Spilett qui s'est engraissé pendant tous ces derniers siècles et continue à le faire, c'est parce que le sable des Sainte-Marie s'en va. Et donc, les épaves qui étaient dans 3 mètres d'eau, puisque vous vous rappelez, elles se sont échouées, aujourd'hui elles sont dans 15 mètres d'eau. Donc il y a plusieurs mètres d'eau, parfois plusieurs mètres d'épaisseur de sédiments, qui ont été chassés vers l'ouest. Et ces épaves, désormais, elles reposent sur un substrat de glaise presque impénétrable qui correspond au fond des lagons du Quaternaire. Donc, en effet, là, du coup, le sédiment, le courant ne peut plus gratter le sable, tout s'en va. Ce qui laisse penser, bien sûr, que toute cette épaisseur de sable disparue, tous les pieux de bois d'époque antique ont également été dispersés, contrairement, par exemple, à Fos-sur-Mer, où là, les pieux ont été retrouvés en place. Même si on a du mal à resituer le port de Fos-sur-Mer, on a quand même des zones de pieux qui sont encore en place et qui déterminent des axes. Alors, je vous parlais de ces blocs de pierre qui évoquent pour nous, même si tout ça est très déstructuré, d'anciens édifices, en tout cas les bases de certains édifices.
Mais à côté de ces pierres, au milieu de ces blocs de pierre, on a ce fameux dépotoir, donc le dépotoir SMO, ainsi que celui de la Fourcade, qui ont livré tous les deux un matériel très riche. Alors c'est très dense. L'épaisseur de sédiment, donc elle est réduite à 70 cm à peu près. Et ensuite, on est sur la glaise, très dure, impénétrable, même avec nos couteaux. C'est du savon de Marseille légèrement liquide. Et donc, la couche de mobilier est mélangée du 6e avant au 6e après. Tout est mélangé, tout est resté plus ou moins en place, mais le sable qui soutenait à toutes les époques ce mobilier a disparu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que face au Sainte-Marie de la Mer, on a donc nos zones de sondage dans ce fameux dépotoir qui est très riche. Et là, à 200 mètres de là, vers l'ouest, vous avez toute une ligne d'ancrage avec déjà d'encre, vous les voyez ici, des plombs de sonde. Les plombs de sonde, ça permettait aux marins de mesurer la hauteur d'eau au fur et à mesure que le bateau avançait pour essayer de trouver le chenal, parce que c'est pas visible, quoi. Ça ne se voit pas à la surface de l'eau. Et ensuite, vous avez une partie de nos épaves. Donc là, et puis vous avez ces bandes de pierre qui sont donc dans ce secteur-là, et aussi dans ce secteur-là. Donc on essaie de reconstituer à peu près, c'est compliqué, mais grâce à de maigres vestiges, l'organisation de cet avant-port maritime d'Arles qui se situerait, selon nous, bien sûr, au niveau des Saintes. Alors là, puisqu'il y a parmi vous ici des archéologues, juste pour rappeler comment on fonctionne, lorsqu'on trouve des éléments avec le zodiaque, une fois que les plongeurs ont balisé sur le fond un objet, il y a une boue à surface, on vient prendre le coin GPS, et puis ensuite on va dérouler des décamètres, on va planter des fers à béton, on va installer des carrés, le plus précis possible bien sûr, et on va comme ça constituer un carroyage, un carré de fouille qui va nous servir de base pour nous repérer, puisqu'il n'y a pas la forme d'un bateau sur le fond, il n'y a pas la forme d'un édifice, donc on va parler de damier chaque fois, et on va dévaser le mobilier au fur et à mesure avec des aspirateurs hydrauliques, on appelle ça des suceurs, qui sont alimentés par des motopompes. Donc on aspire de l'eau propre à la surface et on la rejette dans notre aspirateur. Et celui-ci est composé d'un Y qui fait un effet Venturi, donc qui crée une aspiration. C'est tout simple en fait, et ça permet du coup d'aspirer le sédiment. Alors quand on fait du bruit, qu'il y a des plaisanciers pas loin de nous, ils arrivent et mais qu'est-ce que vous faites? Alors comme ils nous voient prendre de l'eau, on filtre l'eau de la plage et ça les rassure. C'est surtout quand on travaillait dans les îles d'Hyères où là par contre les motopompes n'étaient pas l'ami des plaisanciers, ça c'est sûr. On s'est fait un certain nombre d'ennemis à ces occasions-là. Donc ensuite les objets qui apparaissent constituent un niveau de travail. Avant de les démonter, évidemment, on va les numéroter, les photographier, les dessiner, les mesurer par rapport aux angles du carré. Bon bref, il faut qu'on essaie de reconstituer un peu ce qu'on trouve sur le fond avant de tout remonter. Alors comment on dessine? On a des plaquettes en PVC, en plastique dur, plus ou moins souple, sur lesquels on va scotcher un permatrace, un film plastique transparent, qui n'est pas un calque végétal, bien sûr, donc qui résiste à l'eau, et sur lequel on va dessiner tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on voit dans le carré, avant de démonter le mobilier. Donc vous voyez là, peut-être c'est un peu plus clair, ce qui fait qu'on a comme ça des séries de carrés qui vont constituer l'ensemble du damier, qui est donc le grand carroyage de la fouille. Alors au passage, je prenais cette minute de dessin, puisque c'est une minute, après c'est du propre. Vous avez dans ce carré un grand bloc percé, avec ici, vous voyez, un bois de serre, il y a même la calotte crânienne, le bois de serre qui a été taillé pour récupérer des parties de l'ossement des bois pour faire des outils. On a même des ossements ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, des tas de petits objets qui viennent de la Fourcade. Donc là, on rappelle plutôt des objets d'habitat plutôt que portuaires. Vous voyez, il y a des monnaies, il y a des petits briquets, des petites statues de taureaux. Au milieu du mobilier que l'on a remonté, il n'y a pas seulement des enfants, mais il y a aussi des clous très confectionnés, il y a des tuiles, il y a même des éléments de construction, donc des blocs hydrauliques avec du ciment, qui laissent penser qu'évidemment, tout ça c'est mélangé aujourd'hui. Et il y a aussi des éléments de verre très fragile, qui laisse penser que c'est un dépotoir portuaire, c'est lié à la rupture de charge du grand commerce, mais il y a aussi évidemment ces gens-là qui habitent et qui y vivent. Pour terminer sur la partie un peu technique de fouille, pour que vous sachiez, pour ceux qui ne sont pas familiarisés à ce métier, comment on fonctionne, donc, eh bien, la photographie et surtout le film vidéo nous permet aussi d'enregistrer mieux parfois que nos dessins les objets en place, parce que le film vidéo a plus de pixels finalement que nos cellules visuelles, et donc parfois on y voit mieux sur les images
vidéo que à travers le masque. Mais évidemment, pour faire un carré de 4 mètres carrés, donc de 2 mètres de côté, il faut parfois une soixantaine de photos qu'on va mosaïquer pour avoir une empreinte globale de cet ensemble. Et parfois, on n'arrive pas à avoir l'image complète du carré comme en bas parce que lorsqu'il a fallu photographier les autres objets, après qu'ils aient été dévasés, il n'y avait plus assez de visibilité. Donc, c'est pas un travail assez facile, en fait. Ça demande du temps, de la patience, et sinon, travailler en aveugle, ça apporte pas grand-chose. Avec Claude Bella, on procède à des carottages, évidemment, pour avoir quand même, quand il y a un peu de sable, tâcher de récupérer une carotte, une colonne de sédiments pour essayer de dater ce sédiment, même si le plus souvent il n'y en a pas beaucoup. Et par ailleurs, sur les épaves, on va prélever les poids pour les analyses avec des scies à la main. On va relever les grandes caisses de mobilier, les objets à l'aide de ballons, en fait, puisqu'avec un ballon qu'on remplit d'air, on va équilibrer la charge, et donc il va commencer à remonter tout doucement. Et puis ensuite, évidemment, c'est à quai, même sur le bateau, qu'on commence à trier le matériel, à le nettoyer, on va le mettre à dessaler dans des bacs. Et ensuite, dans mes équipes, il y a ceux qui plongent pas, mais qui sont des archéologues terrestres, comme Guillaume Duperron, comme Fabrice Bigot, qui m'aident pour la publication des amphores. Ils en connaissent beaucoup plus que moi sur le sujet. Moi, je reste un généraliste. Et donc, c'est là que se met en place la deuxième partie du travail, l'étude du mobilier, avant qu'il soit acheminé jusque dans les dépôts. Alors, ce mobilier, en quelques mots, parce que je ne veux pas non plus trop dépasser le temps qui m'est imparti. Donc là, ça fait un peu moins d'une heure, à peu près une heure qu'on a commencé. Ce mobilier, le plus ancien, c'est des amphores étrusques qu'on a retrouvés avec des petits fragments d'anse, de pointe, des fragments de passe, qu'on a retrouvés dans notre dépotoir, le grand dépotoir SM0. Mais sur le littoral entre les Saintes et le Grau-du-Roi, dans les années 60-70, avait déjà été repéré des amphores étrusques. Il y a même des plongeurs du Grau-du-Roi, il y en a un dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, là, Pascal Ardois, qui avait repéré aussi une amphore étrusque. Donc il y a des amphores étrusques du 6e siècle avant Jésus-Christ. Sans doute dans la première moitié ou vers le milieu du siècle. Et on sait que il y a pas loin des Saintes, la ville de Latte, d'ailleurs qui a la même construction, je dirais, que Arles, puisque Arles c'est Arles-Latte, et là c'est Latara, donc la ville à côté du marais, à côté des marais. Cette ville de Latte, elle va pendant un temps, elle va être au 6e siècle étrusque, puisqu'on va retrouver des courtiers étrusques qui se sont installés et qui vont laisser leur nom sur des vases. Donc il y a vraiment des courtiers étrusques qui sont là pour faire venir les bateaux depuis l'Étrurie, depuis Caéré, Pyrgie, qui ont dû se contracter des liens de mariage sur place. Et les Étrusques sont très intéressés par ce secteur parce qu'ils sont là pour récupérer du métal, du cuivre, de l'étain, du fer, pour alimenter leur production métallique d'objets manufacturés en bronze dont ils ont le secret. La ville de Latte, d'ailleurs, va être détruite. La ville étrusque de Latte, elle est étrusco-ligure, on peut dire, elle va être détruite vers 500 par les Grecs de Marseille. On va retrouver, Michel Pied et son équipe a retrouvé à Latte des magasins remplis d'amphores étrusques qui sont détruites par les charpentes brûlées qui se sont effondrées. Et donc c'est vrai que cette rivalité a dû effrayer pendant un temps les Grecs de Marseille qui donc y ont mis fin. Ces Grecs de Marseille, ils sont très très présents en fait au Sainte-Marie-la-Mer, avec les amphores marseillaises de type Bertuccium, donc on est sans doute vers le milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc une série d'amphores qui se déclinent au fur et à mesure, hein. Les amphores Bertuccium, puis ensuite avec des lèvres à facettes au 5e siècle, avec des lèvres triangulaires au 4e siècle, et aussi des amphores Bertucci 5 du 3e siècle et jusque vers les années 200, comme ce modèle-là qui est plus petit, qui a conservé ici son bouchon de liège. Ces amphores marseillaises avec, elles sont véhiculées avec de la céramique grecque, athénienne, qui est redistribuée, bien sûr, mais aussi des productions de céramique grecque de Marseille, des mortiers, massaillettes, et puis des jattes, des cruches, des plats en pâte claire massaillette. Donc il y a vraiment une présence marseillaise importante dans ce secteur. Et c'est vrai que les Grecs de Marseille vont fabriquer des amphores jusqu'en 200, et après, on ne retrouve plus de production amphorique. Ils continuent bien sûr à boire du vin, mais sans doute, ils vont chercher eux-mêmes
c'est ce que je pense moi personnellement, les amphores italiennes qui sont meilleurs marchés et qui vont donc pouvoir revendre, sachant que la Campanie est toute nouvellement romaine, c'est un pays qui a un savoir-faire au niveau de la fabrication des amphores, de la céramique. C'est un pays où il y a beaucoup de vignes, un très bon vin, meilleur que celui des Marseillais. Et en plus, c'est un pays où on parle grec, puisque la Campanie était grecque, même encore au moment effectivement où les Romains vont l'envahir. Donc il se pourrait que les Marseillais, vers 200, vont se mettre à chercher du vin en Italie, parce qu'on assiste à un boom économique. En 200, les Gaulois, tous les Gaulois, pas seulement ceux qui étaient les Celto-Ligures dans notre secteur, se mettent à boire du vin. Et donc on a évidemment un apport, une densité économique absolument importante, des gros vaisseaux qui partent du Latium, qui partent de Campanie, qui partent même des régions de l'Adriatique, avec du vin italien, alors d'abord à destination des armées qui se battent contre les Carthaginois. Donc c'est comme ça que les Grecs, enfin les Celto-Ligures et les Gaulois commencent à apprécier le vin en dehors des frontières marseillaises. Et puis ensuite, évidemment, toute la Gaule va se mettre à picoler du vin et à laisser de côté la bière, l'hydromel, etc. Voilà, donc on a ces amphores gréco-italiques, proto-gréco-italiques du 3e et même peut-être début 3e, les gréco-italiques du 2e, les grandes Dressel-1A de la fin du 2e, du début du 1er, remplacées par les Dressel-1B. Bon, bref, je vous fais pas la leçon, mais c'est vrai qu'on a toutes les catégories des amphores à vin de l'époque romaine et du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ, associés bien sûr avec les céramiques campaniennes, produites donc dans les ateliers à côté de Naples, à Ischia, avec un très grand savoir-faire. Donc c'est le binôme le vin et la vaisselle pour le boire. Il y a un phénomène d'acculturation chez les Gaulois, c'est qu'ils vont boire du vin romain, ils vont se faire enterrer avec des amphores romaines et de la céramique et de la vaisselle romaine. Donc il y a vraiment en effet un immense marché, y compris des lampes campaniennes, comme vous le voyez. Cette céramique est un bon fossile directeur. On la connaît très bien à la fin du 4e, pendant tout le 3e, et puis ensuite au 2e et au 1er. Donc ça nous permet de dater, même si toutes nos couches sont en désordre, on arrive quand même assez bien à dater l'occupation des navires qui passent dans ce secteur. Donc la fin du 1er siècle avec les grands amphores de Dressel-1B, les amphores qui viennent d'Adriatique avec du vin, c'est pas le vin de la Campanie, c'est donc du vin de la côte orientale de l'Italie, et les céramiques communes italiques qui succèdent en fait aux campaniennes et qui marquent bien la présence de ce mobilier. Passé le changement d'air, ou à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans ce grand dépotoir, on a la suite des arrivages, donc les céramiques sigillées italiques à vernis rouge qui remplacent la campanienne à vernis noir, qui est désormais un peu désuète. Les céramiques grofezinques, donc les sud-gauloises, qui sont fabriquées au nord de Narbonne, qui imitent les sigillés italiques. Et puis arrivent désormais les grandes productions d'huile, de conserve de poissons depuis l'Espagne, du sud, d'Andalousie, avec les céramiques à paroi fine. Et très vite aussi, on a les amphores de Tarraconèse, donc la région de l'Espagne, la Catalogne espagnole, avec les Dressel de 4, les Pasqueleuil, et à nouveau du vin. L'Italie continue à envoyer du vin dans des petites amphores fort hydropolies, et puis surtout on voit la masse des amphores gauloises qui se développent à partir de l'époque flavienne jusqu'au IVe siècle, des amphores à fond plat qui sont produites à Marseille, à Narbonne, un peu partout dans le sud de la Gaule, et qui passent par ce port, qui descendent ou qui montent, en tout cas elles sont très très nombreuses. Et puis pour finir rapidement quand même ce panorama de l'occupation de ce port pendant 12 siècles, on finit par, à partir du IIe siècle, ce sont les produits d'Afrique qui viennent un peu damer le pion, si j'ose dire, à ceux de l'Espagne du Sud. Donc les salaisons viennent d'Afrique, mais de Lusitanie aussi, c'est-à-dire donc du Portugal. L'huile aussi arrive, alors l'huile continue à arriver d'Espagne dans l'amphore des 23, mais elle vient aussi également d'Afrique. Et ces produits africains sont associés à des céramiques de table, des céramiques culinaires africaines et orientales. Et à la fin 4e, 5e, début 6e, on a carrément des vins qui viennent de Palestine, de Judée, donc le vin du Christ, le vin de la terre du Christ, qui est à ce moment-là réputé, recherché par les moines, par les monastères. Et donc on a bien sûr la trace de ces amphores striés, très fragiles, qui viennent donc de Méditerranée orientale. Donc voilà pour vous montrer un peu, à travers ce panorama, la richesse
des échanges sur la longue durée, donc 12 siècles d'occupation. Et je vous disais que les épaves d'enfants, elles sont rares, mais je vous ai expliqué le processus. En fait, elles ne résistent pas. Donc j'ai même un collègue, David Diaoui, qui a plongé avec moi, qui a travaillé avec moi, qui pense du coup que au Sainte-Marie, c'est un port sidérurgique. Il n'y a que du fer. Les bateaux chargés d'enfants, ils allaient à Fos. Mais non, c'est pas possible, en fait. Il n'y a pas un port pour le faire et un port. En fait, on sait très bien que ces épaves d'enfants, elles sont arrivées là, ces bateaux d'enfants sont arrivés là, qui se sont échoués et qui n'en reste aucune trace. Alors, on a quand même une épave à l'embouchure du Petit Rhône, qu'on appelle l'épave Ouest Sainte-Marie, qui a été trouvée dans les années 60, qui est sans doute un chargement homogène d'enfants de SLE1. On a l'épave Sainte-Marie 19, avec des enfants qui sont des enfants africaines du IVe siècle. Donc quand même, on a retrouvé quelques vestiges de chargement amphorique, mais assez peu. Et puis alors par contre, passé 90 mètres de fond, on a toute une dizaine d'épaves chargées d'enfants qui là sont bien mieux conservées, parce qu'elles, pour le coup, elles ont coulé, elles ne sont pas échouées. Et donc, si elles ont échappé aux chalutiers, elles sont encore en place, et donc on a comme ça des points qui ont pu être vérifiés avec des sous-marins, avec des robots, et qui laissent penser que, évidemment, quand on est loin du bord, le patrimoine sous-marin se conserve beaucoup mieux. Alors, l'une des épaves qui nous a beaucoup intéressé, et l'inventeur est dans la salle, c'est l'épave SM24, parce que c'est pratiquement la seule épave romaine qui nous est livrée une partie de la coque en assez bon état. Alors, je ne peux même pas vous expliquer par quel miracle elle a échappé au chalutier, mais vous voyez, cette épave SM24, elle était chargée de fer, mais il reste qu'une énorme compression au centre de barres de fer. C'est-à-dire que les autres parties de ce chargement, d'autres barres de fer, ont été prélevées à l'époque de l'échouage, puisqu'il ne reste rien. On n'a que les sarrans de vigne qui constituent un tapis de feuillage sur le bois, et qui était sans doute là pour protéger le bois de la rouille de ces barres de fer qui vont suinter pendant le voyage qui les a amenés jusque-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette épave, du coup, Sainte-Marie 24, elle se rapproche tout à fait d'une autre épave des Sainte-Marie de la Mer, qui a conservé du bois, mais d'une autre façon, l'épave Sainte-Marie numéro 2, trouvée aussi par Alain Chapeau. Donc, une épave qui transportait du fer aussi. Sur les masses concrétionnaires, on a même les amphores qui ont dû être chargés dans le port de Narbonne, et qui sont des amphores espagnols, qui ont été amalgamés, en fait, au phénomène d'épigénation, je ne sais même pas le dire, mais de concrétionnement, si vous préférez. C'est des mots assez peu employés. Il n'y a que sur les épaves romaines que l'on trouve. Et donc, ces concrétions ont pu emprisonner une autre partie du chargement. Et du coup, on a restitué le bois de l'épave parce qu'en fait, le fer avait fossilisé le bois, et parfois le bois avait été dévoré, mais en fait, il restait sa trace en creux. Et ce que l'on a retrouvé sur cette épave, c'est exactement ce qu'il y a sur l'épave Sainte-Marie 24, vous voyez. C'est un rythme d'une bournade, c'est-à-dire une grosse cheville, et puis deux, une et puis deux. Que vous avez exactement aussi une cheville et puis deux. Et la partie où il y a les deux chevilles qui traversent la membrure pour être associées à la planche de la coque, eh bien, ce sont des ligatures. Ce sont des ligatures, c'est-à-dire que ces bateaux-là, en fait, sur les membrures, il y avait deux trous de couche à moment passés à lien, et on cousait le bateau. Alors, il y a plusieurs types de bateaux cousus. Là, c'est un système qui est assez particulier, qu'on retrouve donc sur les deux épaves qui ont conservé du bois, plus ou moins en bon état, au Sainte-Marie de la Mer. À se poser la question, est-ce que c'est une généralité? Est-ce que ces navires qui appartenaient peut-être aux naviculaires marins d'Arles, dont j'ai cité ici, j'ai mis en exergue une plaque de bronze qui a été trouvée à Beyrouth et qui rappelle que les naviculaires marins d'Arles, donc les navigateurs marins, sillonnaient la Méditerranée. Et donc c'était quand même des flottes de navires assez importantes. Et c'est vrai que ce système, vous voyez, qui permet d'avoir une cheville qui traverse la coque du bateau et qui maintient comme un clou la membrure. Ici vous avez la membrure, voilà. Ici vous avez la coque du bateau. Donc vous avez une bournade ou une cheville seule, et ensuite ici deux chevilles qui viennent serrer le lien, la ligature, la tresse qui permet d'attacher cette membrure à la coque du bateau. Alors d'habitude, on utilise des chevilles, des clous. Pourquoi ce système? Alors qu'on le retrouve sur un certain nombre d'épaves, et si on accepte des épaves de cavalières et de la jambe de garde qui sont datées vers 100 et qui sont sur la côte provençale rocheuse, toutes les autres se retrouvent entre Gérone et Cap d'Elbon, Port-Vendôme 3, Cabert 3, Port-la-Nautique, Grand Bassin C
Mateille, les Battues, SM2, SM24, Saint-Germain. Voilà des épaves du 1er siècle, en gros 1er siècle avant, 1er siècle après, qui sont entre Narbonne et même au-delà, entre la Catalogne espagnole et Fos, et qui présentent ce système. La question, c'est de savoir du coup, est-ce que ce système, cette signature architecturale, est-elle la marque d'une navigation lagunaire? Parce qu'évidemment, lorsque le bateau va pitcher, lorsqu'il va venir accoster sur la plage et donc s'échouer, il vaut mieux qu'il y ait une certaine élasticité. Si le bateau est trop robuste, il se casse, alors que s'il y a une élasticité qui est donnée par ce système de liaison à l'aide de tresses, ça peut en effet accompagner un peu plus le mouvement. En tout cas, voilà des particularités que les scientifiques, que les spécialistes de l'architecture navale s'opposent à travers, bien sûr, nos découvertes. Sinon, pour le reste, c'est des épaves, évidemment. Ça, c'est cette marée numéro 9, un bateau de près de 20 mètres de long. C'est complètement concrétionné. C'est à partir du moment où on commence à fracturer la concrétion qu'on voit apparaître des barres de fer. Et parfois même, comme c'était le cas sur cette épave, un glaive encore dans son étui. Parce que sans doute, ces chargements de fer ne sont pas protégés contre les pirates. Il n'y a pas de piraterie à l'époque, mais sont accompagnés par des militaires qui viennent choisir eux-mêmes, sans doute, la qualité du fer dont ils ont besoin pour la Légion. Donc on est toujours, sans doute, dans le parcours entre le fer depuis la zone sidérurgique de production et la zone où ce fer est attendu, sans doute, sur le limès germanique. Prenons une autre épave SM25, vous voyez, on remontait une fois qu'on avait décapé pas mal de barres, si on pouvait prélever une concrétion avec l'archéonaute, eh bien elle était hissée à bord, et puis là on commençait, vous voyez, on voit apparaître des barres de fer un peu de manière naturelle à travers la concrétion généralisée. Ensuite on décape, on voit les faisceaux de barres de fer, on les décape, on les démonte les uns après les autres, les unes après les autres, on les numérote, et on arrive au fond du bateau où on a ici des éléments de bois, des pailloles, des planches qui permettaient de protéger le fond du bateau de ce chargement de fer. Malheureusement, le fond du bateau, lui, comme il a échappé au concrétionnement généralisé, eh bien, il a été attaqué par-dessous par les vers marins, et donc sous l'épave, il n'y a plus de bois. Il y a juste les éléments de planche qui sont collés au fer et qui ont été fossilisés. Donc vous voyez, la conservation de ce patrimoine est quand même assez compliquée. En tout cas, ça a quand même permis d'avoir, pour la première fois, une typologie de ces barres de fer qui sont très différentes les unes des autres et qui sont toutes, pour une bonne partie d'entre elles, recouvertes d'inscriptions de producteurs qui ne nous donnent pas l'origine de ce fer, mais en tout cas qui nous permettent de mieux comprendre l'organisation de cette sidérurgie romaine. Alors, aujourd'hui, quand on prend la carte des diverses épaves de fer, toute époque confondue, on s'en rend bien compte que la zone des 7 vers, c'est vraiment l'épicentre avec plus de 25 épaves aujourd'hui. Alors, on se demandait si ce fer était espagnol, s'il était italien, gaulois. Il est gaulois, pour une bonne partie de toutes ces productions. La preuve, c'est que c'est marqué dessus. C'est un peu comme le port-salut. Gallicum, ça veut dire en fait le gaulois. Et c'est vrai que en travaillant avec des spécialistes de l'université de Toulouse qui font des fouilles sur le site des Martis dans la Montagne Noire, donc au nord de Narbonne, il faut y accéder par l'Aude. En fait, ils ont retrouvé des batteries de bas fourneaux avec des séances de reconstitution expérimentale. Ils ont pu refondre ce fer. Vous voyez, alors c'est pas de la fonte de fer. La fonte de fer, elle apparaît au XVIIe siècle. Donc finalement, c'est des bas fourneaux et c'est du fer forgé. Et avec cet élément qu'on va sortir du bas fourneau, on va le nettoyer de toutes les impuretés, de toutes les scories. Et vous voyez, sur le site des Martis, ils n'ont plus de barres de fer, puisqu'évidemment, elles ont été destinées à partir sur des bateaux. Mais il leur reste 7 mètres d'épaisseur de scorie. Donc vous voyez l'utilisation industrielle de ce site, au moins du premier avant au premier après, et sans doute même dès le troisième avant jusqu'au milieu ou à la fin du premier après. Donc avec cette loupe de fer en fusion assez malléable, on va la découper en éléments pour faire des demi-produits. C'est des barres qui sont forgées, on pourrait appeler ça des lopins, parce que c'est pas des lingots, c'est pas une lingotière dans laquelle on a fondu le métal, c'est des lopins parce que ce sont des extraits de la loupe, et ce fer n'a pas une forme d'objet fini, c'est juste pour le transporter sur les bateaux. Et ensuite, lorsque le légionnaire romain reçoit, en tout cas le forgeron de la Légion reçoit ces masses de fer qu'il avait commandées,
Les unes, en fonction de la qualité du fer plus ou moins carboné, c'est plus ou moins de l'acier, il va fabriquer des lames d'épée, des lames de glaive. Avec les autres, il va faire des clous, ou des scies, ou des outils. Et c'est comme ça, sans doute, qu'il a organisé ce commerce. En tout cas, on a retrouvé ces barres de fer de Sainte-Marie-la-Mer dans le Rhône-Alpes, y compris aussi à Auroux et à Montbelé dans la Saône. Donc on a bien le cheminement de ces barres de fer à travers des témoignages très dispersés qui remontent le Rhône et la Saône, évidemment, vers le limès germanique. Et à partir du IIe siècle, on n'a plus les débats de fer. Alors que font les forgerons romains de ce limès germanique, de cette ligne Maginot contre les assauts des barbares? Eh bien, on se rend compte qu'ensuite le fer va être prélevé, va être exploité au nord de la Gaule et en Belgique. Ce qui évite évidemment toutes ces pertes de chargement qui vont s'agglutiner en dépit des risques. Au niveau de Sainte-Marie-la-Mer, ils vont en effet chercher un fer qui est moins éloigné pour éviter les pertes accrues au niveau maritime. On n'a pas que du fer, et on a plusieurs épaves chargées de lingots de plomb. Alors, les lingots de plomb ici, vous voyez, ils étaient d'habitude alignés sur le fond du bateau, il y avait des amphores au-dessus. Là, évidemment, tout a été ratissé par les chaluts, et même les fils de lingots ont été désolidarisés, recomposés en tas, ou en tout cas en désordre. Et là, ce plomb qui est en cours d'analyse appartient à des sociétés de publicains romains, notamment celui-ci qui s'appelle Aelius Cornelius sans doute, et qui là pour le coup sont installés au sud de la Bétique. Alors c'est pas la montagne noire, mais c'est la Sierra Morena, mais ça veut dire un peu la même chose, hein. C'est-à-dire la montagne marron qui doit sa couleur, qui doit son nom à sa couleur, et sa couleur à l'exploitation sidérurgique du fer et de tous les autres métaux bien sûr à l'époque romaine. Pas que du fer et du plomb, des épaves de lingots d'étain, ce qui est un peu rare. Le problème de l'étain, c'est qu'après un long séjour marin, il va subir la lèpre du métal, donc il se cloque. Et s'il y a des inscriptions, on n'arrive plus à les lire, elles sont complètement englobées. Donc vous avez ces lingots d'étain qui sont recouverts de petits animaux, de biozoaires, de végétation. Et là, vous avez carrément le jas d'encre, donc la pièce du destin de l'encre et la verge de l'encre qui passait dans cette édifice-là. Évidemment, l'axe en bois a disparu puisqu'il a été dévoré par les vers marins dans le secteur. Galettes de cuivre, on a au moins 3 épaves, SM7, SM26, SM30 dans le secteur. Évidemment, le cuivre part aussi, bien sûr, du sud de la Bétique, de l'Andalousie actuelle, par une route le long de la côte, vers la Rhône, et ensuite vers le Rhône. Et puis, il y a des lignes directes, comme vous le dire aussi, puisqu'on a fouillé pas mal d'épaves, vous l'avez dit, entre la Corse et la Sardaigne. On a aussi des chargements de cuivre et de plomb qui partent directement vers Rome. On n'a pas trouvé d'épave. On a des galettes qui ont été récupérées dans des filets, qui nous ont été données par des pêcheurs. On n'a pas de site encore homogène. Il faut les retrouver. Donc j'ai mis en exergue en photo ici l'épave corniche numéro 6 à 7. Vous voyez, on voit sur le sol, dans le sable, ces galettes qui constituent le fond du chargement et qui là, pour le coup, à 7, n'ont pas été ratissées par les chaluts. Donc elles sont encore en place. Mais bien sûr, les épaves qui résistent le mieux sont les blocs de marbre, donc les pondéreux. On a 7 ou 8 aujourd'hui épaves chargées de blocs de marbre. Certains blocs pèsent jusqu'à 30 tonnes. C'est du marbre de Carrare, pour en tout cas les analyses que nous avons faites sur un certain nombre d'entre elles. Alors, évidemment, ce sont des épaves qui sont surtout à l'extrémité ici, parce que parmi les plus lourdes, c'est pas les plus lourdes, mais elles ne dépassent pas 45-50 tonnes. Ça devait être le chargement maximum qui permettait à ces bateaux, sans doute, de tenter de s'approcher à l'intérieur de l'agon pour y être déchargés par des machines. Quand on a un gros qui s'appelle le gros de la chèvre, comme par exemple Gradus Capram, comme c'est le cas ici à Aigues-Mortes, ça évoque une machine portuaire, évidemment. Ce sont des cigognes, ce sont des chèvres qui permettent de décharger les bateaux à l'époque romaine. Voilà. Donc on avait prélevé l'un de ces blocs avec l'André Malraux dans les années 72-73. Donc vous voyez, quand on le regarde de près, une fois qu'il est sorti de l'eau, ça ne ressemble pas du tout à du marbre. Mais quand les gens d'Arles, du musée d'Arles, ont découpé une tranche fine, et évidemment on voit apparaître ensuite le marbre neigeux de Carrare, qui est réputé bien sûr pour l'architecture au 1er siècle, quand Auguste dit justement « j'ai trouvé une Rome de briques et j'en ai fait une Rome de marbre ». Ces blocs de marbre vont être découpés en fines tranches pour être plaqués sur les édifices publics, religieux, y compris aussi sur les villas privées. Alors, juste un mot sur l'une de ces épaves chargées de marbre, une des récentes, Sainte-Marie numéro 39. Vous voyez, il y a un gros bloc et puis il y a un ensemble de blocs plus petits. Et à côté,
on a des éléments circulaires assez beaux. Je ne sais pas si vous les voyez ici, complètement congressionnés, qu'on a relevés. Alors, c'est des grandes roues métalliques qui marchent par 2, par 3. Et en fait, on se posait un peu la question de savoir ce que c'était. Et c'est sans doute, on n'a pas la preuve, mais ça ressemble énormément, bien sûr, aux roues de Métagénès, qui est évoqué dans les livres 10 de Vitruve. Pour ceux qui s'intéressent à l'architecture romaine, Vitruve dit dans ce livre-là que pour transporter les blocs de marbre ou de calcaire depuis le port de déchargement jusqu'au chantier, eh bien, il fallait trouver des moyens ingénieux. Et donc, le père de Métagénès, lui, va s'occuper du temple de l'Artémis d'Éphèse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, lui, il a les colonnes. Ça va. Parce qu'en fait, il va poser des boujons au sommet des colonnes et finalement, il va les faire rouler avec des attelages de bœufs. Mais son fils, lui, a la partie supérieure. Il s'occupe de la partie la plus haute, dans les architraves. Ce sont des blocs de 30 tonnes. Et du coup, il va inventer ces fameuses roues en bois, percées de fenêtres dans lesquelles on peut enchasser le bloc qui devient un essieu. Et donc, on va tremper des boujons en bois ou en fer à l'extrémité de ces blocs. Et c'est là qu'on va pouvoir aussi les tracter avec des attelages de bœufs, puisque le bloc va rouler sur lui-même et va pouvoir être comme ça, transporté presque facilement, je dirais, jusqu'au chantier. Sachant que, pour éviter que la roue éclate sous la malformation des pierres, il faut des jantes, il faut des cerclages assez épais. C'est donc peut-être ce que nous avons trouvé sur l'épave Sainte-Marie numéro 39. Vous voyez ces roues de Métagénès qui sont à l'heure actuelle dans des bains destinés à être présentés ensuite dans le musée des Sainte-Marie-la-Mer, qui a ouvert ses portes en juillet, qui n'a pas encore été inauguré, et qui est donc un musée consacré aux recherches qu'on mène depuis 40 ans quand même, déjà. Alors le rez-de-chaussée, c'est toute l'Antiquité. L'étage, c'est carrément Pirates des Caraïbes, on y retrouve les épaves des 17e, 18e, les fameux Hollandais ou anglo-hollandais dont je vous parlais. Et puis on termine par l'espace Baroncelli, puisqu'il n'y a plus de le musée Baroncelli. Donc, vous savez, Baroncelli, c'est un peu l'inventeur de la Camargue. Alors c'était des manadiers, des gens de la terre, plutôt tournés vers les traditions provençales et le dos à la mer. Et on a une clé pour passer d'un monde à l'autre, puisqu'en fait, il avait écrit un poème en l'honneur des sauveteurs de la Russie, puisque les marraines des saintes avaient, au risque de leur vie, su sauver les passagers d'un paquebot qui s'appelait le Russie, qui s'était échoué lui aussi sur le banc du large en 1901. Et donc on a ce poème et les médailles qui ont été décernées à ces bateliers, à ces pêcheurs saintois, qui servent de clé pour passer d'un monde à l'autre. Et donc je vous en conseille vivement la visite. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Après, je pourrais éventuellement passer, pour ceux qui sont intéressés, à des séances de dédicaces. Alors, les livres sont vendus par l'association qui finance mes fouilles, mais c'est le prix du marché. Mais peut-être qu'il y a des questions. J'ai une question. Ah, il y a des questions. Les pilotes comptent leurs heures de vol. Combien d'heures de plongée avez-vous? Ah, je les ai comptés, puisque c'est obligatoire, 10 000. J'ai mon brevet de pilote. Le pilote à la palme. Bon, s'il n'y a pas de question, c'est que c'était clair. En général, je peux faire. Et une masse d'informations importantes. Oui. Est-ce que dans votre bouquin que j'ai acheté, j'ai trouvé des cartes où vous avez essayé de reporter les lieux des découvertes sur les cartes anciennes, je pense celles faites par, je comprends dans le bouquin de Frédéric Simas, qui parle de l'évolution de la Camargue pendant Alors, pour la partie qui nous intéresse plutôt ici, je renvoie à la thèse de Tony Ray, qui effectivement a bien analysé l'extrémité du Rhône d'Albaron d'Aladel. Et lui, c'est un géomorphologue, donc il dresse la carte des cordons successifs. C'est un espace très compliqué pour ici, en tout cas. Moi, j'ai publié une carte renseignée, une carte de
du 19e siècle, je crois, avec la position d'une épave, mais que je ne connais pas, mais qui est une épave dans l'un des marais, qui a accédé à Aigues-Mortes. Après, il faut procéder, il faut prendre la carte ancienne, la carte renseignée avec les épaves, les superposer sur un PowerPoint et mettre par transparence. Si vous mettez à l'échelle les deux cartes, pas besoin que les... Parce que quand on fait ça, c'est pas très lisible. Mais si vous le faites vous-même sur un PowerPoint, c'est facile. Il faut mettre les deux cartes à la même échelle, et celle, la nouvelle qui est au-dessus avec les points renseignés, vous la jouez par transparence. C'est une application sur les Macintosh en tout cas, mais vous aurez la solution. Le problème, c'est que on s'y perd un peu dans l'arrivée de ce Rhône. D'ailleurs, on n'a pas l'épave romaine, on n'en a pas trop par ici, parce qu'elles sont sans doute en terre. Le principal lobe d'embouchure qui était vraiment en mer, c'était celui du Rhône de Saint-Éliol. C'est sans doute le plus puissant. Le Rhône qui apparaît à 130, 125 ou 100, qui va alimenter donc la région d'Aigues-Mortes, c'est peut-être un Rhône moins... Je ne dis pas que ça serait un petit Rhône, il est peut-être moins important. En tout cas, les auteurs disent que les deux plus importants sont le Rhône Ortium et Tapinum et le Rhône qui va vers les Marseillais. Sur les trois. Est-ce que vous avez trouvé des Oui. restes d'hommes, de femmes, enfin de... Alors, restes humains, oui, on en a trouvé, c'est assez rare, hein, parce que les ossements humains vont se dissoudre dans l'eau. Le fluor, on a retrouvé, alors par exemple, sur les bateaux romains, on retrouve des calottes crâniennes lorsque la personne, l'individu, portait un casque. Donc on retrouve, en Italie par exemple, il y a plusieurs épaves où on a retrouvé le casque du militaire qui était à bord. Là, on est au 2e siècle avant Jésus-Christ. Là, c'était des escortes armées contre les pirates. Et en fait, il y a la calotte crânienne qui a été protégée par le métal. Nous, c'est sur l'épave SM-24, vous savez, le bateau tressé. On a retrouvé dans les concrétions une mâchoire humaine avec des éléments de vertèbres et avec un fer particulier au niveau des vertèbres, puis le reste avait disparu. Donc cet ossement a échappé à la destruction totale grâce à la concrétion qui a gagné l'os avant qu'il soit dissous complètement, et l'a emprisonné. Donc on l'a fait analyser. Alors évidemment, c'est un ossement humain de l'époque. C'était donc quelqu'un qui était à même le bois, en fond de cale, peut-être au fer, c'est le cas de le dire, parce que c'était un chargement de fer. Et l'analyse de la dentition laisse penser que j'ai fait faire par les professeurs de la Timone à Marseille, en médecine légale. La dentition permet de trouver une abrasure, une usure importante des molaires, qui laisse penser à une nourriture avec du sable, donc un Africain. On avance petit à petit, mais du coup, l'idée que c'était peut-être un esclave qui était offert, en tout cas emprisonné au fond du bateau, et on n'a qu'une trace relativement ténue du corps, puisqu'on a juste la mâchoire inférieure. Ça veut dire qu'il y avait peut-être d'autres personnes, et peut-être un chargement d'esclaves, mais tout le reste a disparu. Les bateaux les plus importants dans l'Antiquité, c'est pas les amphores, c'est pas les barres de fer, c'est d'abord le blé, donc ce sont des coques vides aujourd'hui, et les esclaves. Et ce sont aussi des coques vides aujourd'hui. Et donc ils sont tassés et qu'on ne retrouve pas. Et puis nous on étudie l'économie romaine sur la base des amphores, mais il nous manque l'essentiel, c'est qu'à partir du 1er siècle, on a des tonneaux et des sacs qu'on ne retrouve pas puisqu'ils n'ont pas été conservés. Donc il y a une partie des comptages de denrées qui faisaient partie de ces bateaux qui nous échappent totalement. Donc on reconstruit une économie sur une base qui est quand même pas mal incomplète et pas mal partiale. Oui, Véronique. Non, on n'a pas trouvé d'épave à Dolia. Alors, j'ai cité les Dolia parce que il était mentionné fragment de Dolia lors de la découverte de la tête d'Auguste dans la déclaration faite par le pêcheur. Je suppose que c'est parce qu'il avait dû remonter aussi dans ses filets. En fait, c'était un pêcheur à huîtres. Donc, il a une barre lourde qui est lestée d'une nasse, qui tracte à l'arrière. Et la barre, elle décolle les huîtres plates de sable qui vont dans la nasse. C'est comme ça qu'il avait retrouvé cette tête de marbre avec des fragments de Dolia. Je les ai pas vus, c'est lui qui le dit dans sa déclaration. Moi, personnellement, oui, j'ai pas contre.
Je pensais pas que les bateaux à Dolia pouvaient remonter le fleuve, parce que c'est quand même des bateaux maritimes avec une quille, mais qu'ils aient fréquenté le port des Saintes, c'est possible, sans doute, bien sûr. Mais je crois pas à la théorie que ces bateaux à Dolia allaient jusqu'à Vienne pour être transvasés par des tubes d'un dolium à l'autre, parce que la navigation des bateaux de mer... Alors nous, on a un seul bateau de mer à Arles. C'est un bateau qui s'appelle, c'est donc Arles-Rhône 14. Curieusement, c'est un bateau de 15 mètres, pas plus, mais qui a un fond très tulipé, donc avec une quille quand même assez marquée, qui est du 5e siècle, qui était vide, bien sûr, qu'on a pu dater par du petit matériel, par les années de bois. Et il rappelle le Dramont E, qui est une épave tardive, avec une quille assez marquée. Donc il laisse penser qu'il y a quand même des bateaux de mer qui pouvaient remonter au moins jusqu'à Arles, mais qui devaient être halés. Parce que pour tirer des bords sur le fleuve, il faut vraiment une grande amplitude, et le chenal navigable, souvent, c'est 30-40 mètres, sur un Rhône qui fait 800 mètres de large. Donc il faut avoir un vent favorable, c'est des bateaux à voile carré. C'est pratiquement impossible, il faut attendre le vent arrière le plus bénéfique. Donc c'est le halage qui est sans doute utilisé dès l'époque romaine, bien sûr. Et pour ça, il faut un mât de halage. Et si on continue à monter au-delà d'Arles, sur un mât marin, sur un mât d'un bateau de mer, il faut démater à chaque pont. Et puis aussi, il faut savoir qu'en fait, quand on hale un bateau, on a parfois 100 mètres d'eau à 50 cm de profondeur. Donc il faut lâcher du lest pour avoir son bateau qui est plus au large du fleuve, qui est ramené chaque fois par le courant le long du bord, et lui, avec sa quille, il vient taper. Donc il s'enlise. C'est pour ça qu'il faut des bateaux à fond plat, comme à l'Oron 3. En pleine charge, il fait 50 cm de tirant d'eau, pas plus. Donc pour aller jusqu'à Arles, je veux bien, mais pour aller jusqu'à Vienne et Lyon avec un bateau de mer, franchement, je crois que c'est mission impossible. Et donc il y a des chargements. Donc on décharge. On décharge. Après, on peut transvaser. On a beaucoup d'amphores parce qu'on peut aussi transvaser les amphores et transvaser les produits d'un. Alors je dirais pas d'une amphore à l'autre, quoique on puisse mettre des vins italiens dans des amphores gauloises à fond plat, ça c'est déjà vu. Mais on peut aussi mettre le vin d'amphores qui viennent de toute la Méditerranée dans des dolias, dans des tonneaux. Et le tonneau peut arriver, à mon avis, un peu plus tôt que prévu. Puisque, je vous ai pas montré, je voulais pas trop... on a des petits tonnelés avec des barres de fer qui datent du 1er siècle, milieu 1er siècle après Jésus-Christ. Donc s'ils font déjà des tonnelés hermétiques pour les barres de fer, je vois pas pourquoi ils les en feraient pas pour le vin déjà à cette époque-là. Une autre question? Oui, On on a entend entendu monsieur. dire Oui. que si on sortait le bois de l'eau, périssait. Oui, bien sûr. Il périt aussi dans l'eau. Alors non, il périt pas forcément dans l'eau. Alors, dans l'eau de mer, il est attaqué par des xylophages. Il y a des vers marins, des termites qui bouffent le bois. S'il est dans la vase, il reste intact, parce que ce sont des organismes qui ont besoin d'air, un peu d'oxygène. Et dans la vase, il n'y en a plus du tout. Par contre, donc, si du coup le bateau romain est dégagé du sédiment régulièrement par les tempêtes, cette attaque se fait à maintes reprises et donc le bois disparaît. Mais ces organismes marins n'existent pas dans l'eau douce. Donc ils ne dévorent pas le bois des bateaux dans l'eau douce, et donc dans le fleuve, les bateaux sont bien conservés. Cela dit, le bois, il est gorgé d'eau. Donc si vous le sortez de l'eau, même en bon état, au bout de quelques heures, c'est la collapse, quoi. Il va se rétrécir, se sécher comme l'éponge. L'éponge, vous la remettez sous l'eau, elle se regonfle, le bois, c'est fini. Donc c'est vrai qu'il y a des traitements très compliqués. Il faut remplacer les parties du bois qui ont disparu pour pas que ça s'effondre par des produits. Donc ça peut être de l'huile de laine, de la résine. Aujourd'hui, c'est la résine. Alors pour pas que la résine suinte, il faut la bombarder de rayons gamma. Donc on va passer dans des centres nucléaires. Vous voyez, c'est pas rien de traiter du bois antique. Une autre question? On dit que le micro est encore là. Non? Bon, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier C'est moi. vivement de cet exposé si riche, et puis en même temps d'avoir fait revivre un certain nombre d'images de cette vie antique, voilà, avec enthousiasme. Voilà, on a beaucoup apprécié. Je pense que tout le monde a été très heureux de cette présentation. C'est beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup. C'est moi.